Bienvenue et merci d'être avec nous sur Ici Beyrouth. Le système public d'approvisionnement en eau du Liban est sous assistance respiratoire et pourrait s'effondrer à tout moment. Tels sont les mots employés par la représentante de l'UNICEF au Liban, Yuki Mokwo, en juillet dernier. Une déclaration alarmante et des chiffres qui le sont encore plus. Plus de 4 millions de personnes, dont 1 million de réfugiés, risquent de ne plus avoir accès à l'eau potable, annonçait-elle alors. En cette journée mondiale de l'eau, Ici Beyrouth vous propose de remonter à la source des problèmes hydriques du Liban. Mais avant de recevoir notre invité, replaçons les choses dans leur contexte. Si la mauvaise gestion de l'eau n'est pas un problème nouveau au pays du Cèdre, son ampleur est sans précédent. Elle est également paradoxale. Malgré ses 40 cours d'eau, ses 2000 sources recensées et un taux de précipitation conséquent en hiver, le pays est en situation de stress hydrique élevé. Autrement dit, la demande en or bleu dépasse largement les ressources disponibles. Le château d'eau du Moyen-Orient se tarit. À cela s'ajoute la pénurie de mazout et les coupures d'électricité qui pèsent lourdement sur les 4 offices régionaux chargés de la distribution et de la collecte de l'eau. Rappelons que ceux-ci sont indépendants financièrement et ne bénéficient donc d'aucune subvention. Mais il faut bien comprendre que la mauvaise gestion des ressources hydriques est avant tout le résultat d'un enchevêtrement de facteurs antécédents à la crise économique actuelle. Des décennies de négligence de la part des pouvoirs publics d'abord, un accroissement de la demande liée à l'afflux de réfugiés ensuite, la pollution des cours d'eau et nappes phréatiques. Enfin, résultat, les scènes paradoxales que l'on peut voir en ce moment, où des camions-citernes alimentent des habitations en eau, sous une pluie battante. Concrètement, comment en est-on arrivé là ? La situation est-elle aussi catastrophique qu'elle y paraît et surtout, quelles sont les potentielles solutions ? Pour répondre à ces questions, j'accueille Roland Riachi, économiste géographe, enseignant à l'université Paris 8 et chercheur associé au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. J'accueille à présent notre invité, Roland Riachi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Victoria. Je voudrais commencer par cette question. À l'origine des problèmes de gestion de l'eau au Liban, on retrouve notamment des facteurs purement techniques. Je pense par exemple à l'obsolescence des réseaux d'adduction. Pourquoi ces infrastructures sont-elles dans cet état et comment cela affecte-t-il la gestion de l'eau ? Donc je dirais plutôt que technique, les problèmes ont d'origine politique. Quand on parle de la gestion, la question technique, elle est secondaire, je pense. Quand on parle de gestion, donc la question primordiale dans chaque service public, elle est d'ordre politique. Maintenant, la négligence de maintenance des réseaux et d'inopérabilité de quelques stations d'épuration, de grands projets qui ont été financés, sont à revoir aussi sous la loupe ou la grille de lecture politique du pays. Donc je ne pense pas que c'est un secteur exceptionnellement inopérationnel comparé à d'autres secteurs dans le pays. Donc maintenant, s'intéresser plus aux gros projets plutôt qu'à les maintenir et à les faire fonctionner, là, c'est une question aussi d'ordre international. C'est lié à l'aide au développement qui, en soi, les bailleurs ne s'intéressent pas normalement à qui et comment ces projets vont être fonctionnels dans le temps. Alors, comme vous l'avez dit en d'autres mots, la problématique de la gestion de l'eau au Liban résulte d'un enchevêtrement de facteurs. À celui-ci s'ajoute notamment un facteur externe, je pense au réchauffement climatique. Comment celui-ci, finalement, pèse-t-il sur les ressources en eau au Liban ? Changement climatique, on les perçoit au Liban, peut-être pas dans le sens où il y a moins de pluie, mais les pluies sont dispersées différemment sur l'année. Dans les années 60-70 et avant, on comptait à environ 90 jours de pluie sur l'année. Maintenant, on a la même quantité d'eau sur 65 jours par année. Et sans parler de l'augmentation de la température aussi qui modifie la fonte des neiges et la rapidité de cette fonte de neige. L'eau disponible au Liban, elle est à 80% de provenance de la fonte des neiges. Donc oui, le réchauffement climatique y est. C'est un facteur très important à considérer. Alors,
Pour remédier en partie à cela, ces dernières années, plusieurs projets de production d'eau ont été mis en place. Je pense notamment aux 17 barrages que compte actuellement le Liban. Mais des voix s'élèvent contre l'efficacité de tels projets, évoquant notamment la perméabilité des sols. Finalement, ces barrages, Roland Liachi, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Quand on a un changement climatique, un réchauffement climatique, cela veut dire qu'il y a plus d'évaporation de ces barrages. Cela veut dire qu'une année hivernale mal lotie et sec ne va pas, sèche, pardon, ne va pas stocker de l'eau pour un été qui suit. Donc, au contraire, c'est des coûts supplémentaires pour une construction dont elle est inutile, surtout à l'onde du changement climatique. Maintenant, les spécificités du Liban, avec 60% de son territoire qui est fait de karst, donc c'est roches calcaires, on voit dans les sommets, comment on retrouve à Jaïta, comment on retrouve El Wabala, comment on les retrouve, la grotte de Rauch, le Rauch, tout ça, c'est du karst. Et c'est une roche friable, perméable, sur laquelle on insiste à construire des barrages. Pour y remédier, les coûts sont exorbitants. Donc, on parle d'injection de ciment et ça triple et ça quadruple le coût initial prévu. Injecter jusqu'à l'infini non plus, c'est pas vivable. Sans parler non plus de l'héritage que ces barrages sont en train de massacrer. Alors, je vous propose que l'on reste sur cette thématique des barrages et que l'on regarde cette photo. Elle a été prise lors d'une manifestation en 2019 contre le projet controversé du barrage de Bisri. Et on peut y lire « Nous n'avons pas de pénurie d'eau, nous avons de la corruption ». À qui profite, au fond, la mise en place de tels projets? Les acteurs sont nombreux et je suis à moitié d'accord avec ce slogan parce que c'est pas que de la corruption locale, c'est des financements qui ont été apportés par des bailleurs de fonds. On peut penser à la Banque mondiale, on peut penser euh, aux banques européennes de développement, à l'AFD française, au KfW allemand, aux Iraniens, aux Américains, beaucoup de bailleurs de fonds en fait qui sont à l'origine aussi de ce problème. Si vous dites corruption, c'est une corruption mondiale, parce qu'en fait, c'est des prêts, tous ces financements, c'est des prêts au gouvernement libanais à des taux assez élevés quand même. On parle de 8% de taux d'intérêt euh, sur un crédit de ce genre. Et ça, c'est un investissement que les bailleurs de fonds trouvent intéressant aussi. Et quelque chose d'assez particulier et on peut venir aussi lié à la première question, c'est qu'il y a eu un appauvrissement systémique du secteur et du service de l'eau. Ils n'ont plus jamais embauché. On est censé avoir dans un organigramme clair des établissements d'eau et de ministères 4500 personnes, fonctionnaires qui sont là. Là, aujourd'hui, on parle de moins de 500 fonctionnaires avec une moyenne d'âge de 59 ans. Donc, ces gens partir à la retraite, pas être remplacés. Et cet appauvrissement systémique, donc, il est pensé par les bailleurs de fonds, c'est une réforme de ne plus embaucher dans la fonction publique qu'on demande clairement. On peut le retrouver dans Paris 1, 2, 3, 4, clairement stipulé. Vous n'embauchez pas dans la fonction publique parce qu'elle est apte à être corrompue. Et en contrepartie, pour y remédier, il y a la privatisation qui est là, préparée. Donc, préparer le terrain à la privatisation à travers l'appauvrissement du service public. Alors, pour rester sur cette thématique justement de la privatisation, selon la Banque mondiale, il existe 20 000 puits privés individuels au Liban, mais en réalité, il y en aurait 60 000 en plus, illégaux cette fois. Finalement, à l'origine du problème de gestion de l'eau au Liban, n'y a-t-il pas l'absence de considération de celle-ci comme un bien public ? Sur plusieurs niveaux. Comme on parlait justement avant, c'est la suprématie de la propriété privée liée dans les lois libanaises. On a la question de privatisation, pareil, qui se pose parmi ces puits-là. Donc, et ce qu'il faut faire attention, c'est que ces puits illégaux ne le sont pas tellement, parce qu'on est exonéré d'un permis si on puise moins de 100 000 litres
d'eau par an et à une profondeur de moins de 150 mètres de profondeur. Donc on est exonéré selon la loi. C'est une loi qui date de l'Empire ottoman et qui a été revue durant le mandat français et qui est toujours en application aujourd'hui. Mais comme vous dites, la question du domaine public se pose essentiellement, surtout on a les 55 aquifères au Liban. Il y en a donc les deux qui sont vraiment, celle de la Bekaa et celle de la côte, qui sont vraiment irréversiblement endommagées, mais il y en a 53 autres il faut les protéger et il n'y a aucune loi qui le fait. Il y en a un seul aquifère qui a été reconnu comme zone protégée, c'est l'aquifère de Kneissé. Si on pioche un peu dedans, c'est la compagnie Nestlé qui a organisé cette loi avec le gouvernement libanais pour en profiter, pour employer ces bouteilles et les vendre au prix fort. Donc c'est de la marchandisation de la ressource. Alors, si on s'attarde un peu sur la qualité de l'eau en général, un rapport de l'UNICEF paru en 2016 nous apprend que seuls 36% de la population au Liban consomme une eau conforme aux normes internationales de sécurité. Qu'est-ce que cela nous dit de la qualité de l'eau qu'on trouve au Liban? Effectivement, si on prend les sources au Liban, il y a par exemple des contaminations biologiques, notamment en matière fécale, parce qu'à côté des sources naturelles, des fontaines, il y a des habitations qui ne sont pas liées aux égouts, par exemple. Mais on peut le remédier en connectant ces maisons aux égouts et à des stations d'épuration. Donc, c'est remédiable, mais il y a beaucoup de choses à faire et on est loin d'être le cas autant sur les politiques nationales ou les stratégies nationales qu'on a ici et là depuis les dernières années. Alors justement, en parlant de ça, selon vous, alors on sait que c'est un sujet vaste qui nécessite de prendre en compte une pluralité de facteurs, mais selon vous, quelles sont les solutions ou les réformes qu'il conviendrait de mettre en place en prenant bien sûr en compte la particularité du contexte actuel, donc pour remédier à aux problèmes de gestion de l'eau au Liban? Il y a la protection des aquifères. Donc, s'il y a de l'eau au Liban, c'est les aquifères. Donc, promulguer des lois pour protéger et interdire tout puits dessus, à moins qu'elle soit régulée et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'approvisionner ces gens-là. Donc, on reconnaît leurs besoins en puits, tout en étant contrôlé. Donc, il faut contrôler les aquifères, contrôler le ruissellement aux aquifères. C'est notre ressource principale et rien d'autre. Et même pour en remplir des barrages, ce n'est pas la pluie qui va remplir les barrages, en fait, c'est les fonds de neige qui vont ruisseler dans les rivières et se stocker. Donc, même pour les prétendeurs de barrages, défendre l'eau souterraine, elle est importante. Quelque chose qu'on oublie, donc à partir de ces réservoirs, quelque chose qu'on n'a pas au Liban, c'est les petits réservoirs. Donc, on fait des châteaux d'eau, des petits châteaux d'eau qui peuvent approvisionner un village, deux villages. Et à partir de cette gestion des aquifères, on peut approvisionner ces petits réservoirs, par exemple pour l'eau domestique. Il y a l'amélioration du réseau principal où on dénombre environ 65% de fuites sur un réseau qui est devenu vétuste il y a plus de 40 ans et des fois ça date de l'Empire ottoman. Il faut embaucher aussi des fonctionnaires, il faut des plombiers prêts à réparer n'importe quel dégât qui arrive sur le réseau. Ça, on est loin d'être là, d'avoir une équipe technique qui suit le réseau. Les questions de l'eau sont locales et il faut penser des solutions locales aussi et non pas des gros projets de mégalomanes qui dépassent les frontières d'un bassin versant en sautant trois autres pour approvisionner la ville. Donc l'idée aussi, c'est que c'est impossible d'avoir revenons au point initial, c'est qu'il n'y aura aucun changement, un vrai changement au Liban sans changement de la politique au Liban. De casser cette emprise des politiciens sur le secteur. C'est un secteur facile à gérer. C'est pas du nucléaire. Les expériences de tout le monde sont là. Le besoin est là et il n'y a rien qui empêche, à part la kleptocratie, malheureusement, du système confessionnel libanais, à avancer vers un système
gestion durable et équitable de l'eau. C'était le mot de la fin. Merci Roland Riachi d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt. Restez sur Ici Beyrouth.